léger aujourd'hui, vu qu'on va parler de CDM, pour Data Model. Et du coup de Power BI. Donc forcément, vous êtes un peu plus nombreux que quand on fait des sujets sur CSV versus Parquet ou versus Orc, des trucs un peu plus techniques. Donc on va avoir quelque chose avec comme objectif de vous présenter ce Common Data Model et comment on peut l'utiliser avec Power BI. Et pas que. On va en parler un petit peu plus en détail. Je vais faire un petit peu hors du jour. Petite intro pour effectivement expliquer ce que c'est que le CDM. Je rappelle pour être sûr que tout le monde ait les bonnes bases. Les data flows classiques de Power BI, avec une petite démo de comment ça marche tout simple. Ensuite, vraiment la partie qui nous intéresse ici, c'est la partie vraiment CDM et la partie custom sur les data flows. On va développer, sur lequel on va aller un petit peu plus loin, des petites choses avancées dessus, quelques limitations, et pas que, et voilà. On va essayer de détailler un petit peu tout ça avec différentes démos. Vous savez tous ce que c'est Power BI? Oui. Ok. Vaguement. C'est un truc jaune dans un coin. Faire des requêtes et des tableaux. C'est des requêtes. C'est l'outil de self-service et maintenant même de BI Corporate de Microsoft depuis quelques années, en concurrent de Tableau, ClickView, ClickSense et tout plein d'autres outils, mais c'est dans cette cour-là. C'est au même prix que les concurrents, moins cher. C'est un peu plus cher. Si les concurrents, c'est ceux que je viens de citer, c'est beaucoup moins cher. Après, c'est pas exactement le même produit, donc je ne mets pas de jugement de valeur dans le prix, mais dans l'absolu, c'est moins cher. Par contre, si on compare à des solutions open source qui peuvent exister, du coup, c'est plus cher. Parce que je sais pas. Alors du coup, Power BI, ça tourne principalement sur du Windows. Et si on veut faire sur des machines open source, sur des machines Linux ou Mac, il va falloir utiliser la partie web qui permet de faire l'édition de rapports, mais il n'y a pas de client lourd pour machine Linux ou Mac. Alors du coup, c'est principalement du serveur hébergé sur PowerBI.com, sur le service de Microsoft. C'est principalement du cloud. On sait faire aussi une version on-premise, mais qui est plutôt pas mal pourrie. Donc du coup, qu'on recommande assez peu parce que largement en retard par rapport à la version cloud et beaucoup moins d'amour de Microsoft. Tu parles de Power BI Report Server, c'est ça. On sent qu'il y a moins d'amour. Voilà, il existe. Non, il évolue pas assez vite et puis il y a plein de limitations. Il y a un client différent, ça apporte plein de confusion. Les gens sont globalement plutôt frustrés parce que. Alors, petite présentation de nous. Alors, moi, Sogé Charles-Henri, MVP Microsoft depuis. J'ai commencé par Sogé, c'est pour ça que je commence par mon nom, c'est comme ça. Donc, MVP, ça veut dire que je fais pas mal de présentations et que du coup, Microsoft, pour ça, me permet d'accéder aux équipes produits, de discuter aussi avec eux, en m'invitant une fois par an à Seattle, ce que je vais faire au mois de mars, pour peut-être avoir plein d'infos sur ce qui va se passer. J'ai un Twitter si ça vous intéresse, un blog, un GitHub, un mail, tout ça. Donc si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Et je fais partie d'une coopérative comme Alexandre qui s'appelle Insiders, qui est une coopérative d'activité et d'emploi, donc qui fait du service informatique. C'est une ESN en coopérative. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une coopérative, renseignez-vous, les coopératives c'est cool. La nôtre c'est très cool, mais la coopérative dans l'absolu c'est cool aussi. Alors n'hésitez pas, dans le monde du logiciel, ça fait vraiment sens, vu il y a beaucoup de gens qui partent sur le côté entrepreneur, indépendant, etc. Ce qui a un effet pas forcément positif sur l'économie globale, ou en tout cas sur le système social d'une certaine façon. Donc les coopératives essayent de se mettre en opposition à ça et de faire en sorte de proposer du travail tout en ayant de la démocratie, et c'est plutôt pas mal. Bref, fin de mon évangélisation, mon prosélytisme coopératif. Et du coup, Alexandre Chemla, qui a rejoint Insider depuis un petit 6 mois et qui fait de la data uniquement sur Microsoft. Vous êtes nombreux chez Insider? Il y a une vingtaine. Déjà non. Ah ouais, quand même. En un an et 2 mois. Hein? En 1 an et 2 mois. Ça fédère assez vite. Il n'y a pas que de la qualité, manifestement. Il y a des sujets faciles, quoi. Faut bien pouvoir présenter des trucs faciles aussi. Donc voilà. Du coup, on attaque. Je te laisse la place. Ouais, je vais mettre. Moi, je m'assieds, merci. Non. Donc, du coup, on attaque avec la première partie qui est effectivement ce que c'est que le CDM, donc Common Data Model. Pas loin, il y a le CDS, Common Data Service.
la distinction entre les deux. Le Common Data Model, l'idée, c'est vraiment de donner une représentation de votre donnée. Il y a vos données qui sont stockées quelque part, tout sur un data lake, et l'idée, c'est, quel que soit comment elle est stockée, par-dessus ça, on met un modèle de données qui explique que ça, c'est tel objet avec telle colonne à l'intérieur, puis il y a des liens entre ces colonnes, etc. C'est une couche sémantique. C'est exactement une couche sémantique. S'il n'y a pas de données à l'intérieur, c'est vraiment juste la couche par-dessus. Donc l'idée est vraiment de définir notre modèle de données au moment où on l'utilise, pas au moment où on le stocke. Il y a des transformations qui sont faites avant, on arrive à un résultat, et ce résultat, on le pose à un endroit, et on met un CDM par-dessus pour pouvoir le lire. L'idée de ça, c'est du coup de standardiser un petit peu de la part de Microsoft. Ça, c'est la partie CDM. La partie CDS, c'est quand autour de ça, on rajoute les couches, les écrans, la sécurité, tout le fonctionnel, beaucoup plus fonctionnel que autre que la couche de data pure. Et l'accès sur... Et entre autres, l'accès sur mobile à travers toutes les applications de la Power Platform, parce que le CDM est essentiellement consommé par toute la Power Platform, donc la grande partie de Microsoft, avec du coup Power BI qui nous intéresse ici, Power Apps, toute la création d'applicatifs qui vient lire les données à travers ce CDM, et Power Automate, qui a changé de nom là du coup il n'y a pas longtemps, pour faire tout ce qui est échange de... Power Automate, c'est un petit bijou celui-ci. C'est le flow, ça faisait tâche. Ouais, c'est qu'en plus il y a beaucoup de flows qui se baladent, donc oui. Oui, pour changer, mais Power Automate, on a l'impression de revenir un peu en... Du coup, ça a été renommé Power Ouais, Automate. ouais. Donc, Tout est Power. Tout est Power, donc ça fait vraiment toute une Power Platform qui vient à travers tous les objets, tous les services de cette Power Platform, à venir jouer avec les datas qui sont stockées plutôt dans un data lake avec votre CDM par-dessus qui met la couche. Toute la partie Dynamics, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, Dynamics maintenant derrière, c'est une version du CDM, du coup, sur la partie, vous faites soit du Dynamics pour du retail, soit pour du healthcare, etc. Et vous avez différents modèles qui sont donnés par Microsoft, donc il y a un GitHub, et voici la vision de comment on fait du retail. Il y a telles entités à l'intérieur, telle colonne à l'intérieur, il y a des liens, il y a des types, il y a une définition du modèle idéal, customise évidemment, mais c'est une définition d'un modèle qui est fourni par Microsoft. Et ça, du coup, ça se définit à travers un fichier JSON. L'idée, c'est que nous, on va jouer avec ça pour pouvoir jouer avec Dataflow. Quand tu as dit à Microsoft, mais en fait, sur le GitHub, chacun peut enchérir. Chacun peut contribuer. Voilà, peut contribuer. Et ce qui fait que là, tu as fait healthcare, mais tu as aussi la robotique, il y a plein d'autres sujets. Il y a tous les sujets fonctionnels. L'idée, c'est de mettre le monde dans une base de données. Voilà, en tout cas, un modèle. Il y a un long chemin, ça fait un moment que Microsoft bosse dessus. Facile, 2, 3 en plus, ouais. J'entends parler depuis 10 ans. Ouais. Le CDM, d'un concept qui se rapproche du CDM. Au début, quand il y avait l'arrivée, avant, il y a eu la DSV dans les modèles où ils demandaient ça, un modèle unifié qu'on arrive à voir dans les cubes fonctionnels. Avant ça, il y avait un autre truc dans les cubes 2000 qui était. Oui. C'est la couche sémantique. Voilà. C'est pas que, enfin, ils le vendaient vraiment comme c'est la plus façon global, de quoi. réunir depuis plusieurs sources sous les mêmes entités conformes, enfin, avec ce même un peu marketing autour. C'est un peu un Graal, quoi. Tu pouvais attaquer plusieurs bases de données. Non, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est mettre le monde dans une base. C'est comme il y a aussi Microsoft est dans l'open data, tout à l'heure. Donc ça, c'est le pivot avec SAP, avec Adobe. Parce que derrière, vos données peuvent venir de n'importe où. À partir du moment où on sait s'y connecter, ça peut venir de n'importe où. Donc voilà l'idée de notre CDM et qu'est-ce qu'il vient faire dans notre histoire. À côté de ce CDM, on va avoir toute la partie Power BI Dataflow classique, donc la version standard qu'on a. Vous connectez sur powerbi.com, vous avez, quand vous déployez vos rapports, vous avez vos datasets et vous avez vos rapports, vos tableaux de bord, etc. Et depuis un petit moment, maintenant, vous avez une partie Dataflow. Dataflow, du coup, qu'est-ce que c'est dans Power BI? À pas confondre avec les Dataflow qui sont dans Azure Data Factory, ni avec les ex-flow de Power. Mapping et Dataflow wrangling. Et en plus, il y en a deux dans ADF. Donc voilà, là, il n'y a qu'une partie et c'est la partie wrangling. Cette partie-là, du coup, c'est toute une couche qui permet de faire la préparation de données. Je prends la donnée à un endroit, je la modifie et j'ai un résultat. Je ne sais pas trop encore où est-ce qu'il est stocké, mais j'ai un résultat qui est à disposition. Donc l'idée, du coup, un des premiers trucs, c'est de donner facile. Et cette donnée, pardon, elle est accessible, elle est typée. Il y a ma couche sémantique qui est là, donc je définis vraiment ce que j'ai dans ma donnée. Donc pour mes utilisateurs finaux, s'ils connaissent
enfin, je peux leur exposer un modèle de données que eux vont consommer, qui vont croiser. Je peux leur proposer des choses à l'avance, mais qui vont croiser, ils vont rajouter des mesures, ils vont rajouter des calculs, ils vont rajouter d'autres sources qui viennent d'un autre endroit, mais je leur expose facilement un modèle sémantique qui est propre, qui représente mon entreprise ou mon périmètre. Et ça, c'est assez pratique pour mes utilisateurs. Je peux rajouter un petit truc. Du coup, parce que je vois que du coup, tu ne connais pas du tout cette partie-là. Donc, si je reviens juste en 2 mots, dans l'outil Power BI, il y a une partie d'ETL intégrée dans l'outil de reporting. Cet outil d'ETL, ça s'appelle Power Query. Ça permet de faire des transformations. Donc, on récupère les données d'une ou plusieurs sources. On les transforme graphiquement. Avec plein de petites transformations assez simples. C'est super user-friendly. C'est vraiment un truc pour la self-service. On l'a aussi dans Excel. Hein. Oui. Et on l'a aussi dans Excel. Initialement, c'était des modules. Initialement, c'était dans Excel. Et de Excel. Donc c'est en M ou en DAX, je sais plus. C'est en M pour la partie langage qui va derrière les opérations graphiques. Mais le premier point d'action, c'est cette partie plutôt graphique. J'ai des écrans et je vais pouvoir assez rapidement faire comme dans Excel. Ah bah là, le type, c'est ça. Mon format, c'est ça. Je m'enlève une ligne, je vais avoir un écran. Enfin, tout est assez graphique. Donc, gros pouvoir self-service. C'est la partie ETL intégrée à Power BI. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que pour le service Microsoft sur PowerBI.com, on a aussi la possibilité de définir cet ETL en sortant de l'outil de reporting qu'on utilise pour définir ce qu'on appelle des data flows de Power BI. Donc, on va dire, j'ai ces sources-là, je peux appliquer ces transformations et je vais avoir comme résultat une entité qui va avoir la tête que j'ai définie parce que j'ai supprimé les doublons, parce que j'ai enlevé des lignes que je sais que je ne veux pas récupérer pour cette entité, etc. On finir un peu sur le concept. Et donc, cool, l'idée de ça, c'est d'avoir le même outil qu'on a dans Power BI Desktop, mais en version complètement web. Alors, pour l'instant, tout n'est pas encore disponible à l'intérieur. On verra qu'en fait, en réalité, on le fait dans notre version Power BI Desktop, quitte à utiliser les écrans, on copie le code et on vient le recoller ici. Mais voilà, le mode tout ne marche pas, mais il y a une bonne partie qui est présente dans le langage M, qui est disponible en ligne, mais pas visible dans les petits boutons, et qu'on peut, voilà, donc il faut faire attention. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on a vraiment le même outil. À terme, ça va bien sûr réunir, on n'a pas de doute là-dessus. Donc voilà, l'idée, c'est d'exposer ces petites choses. Juste, ça permet de lier des données multi-workspace, des données silotées. Ouais. C'est qu'en fait, on va pouvoir créer des data flows dans différents workspaces et pouvoir avoir un Power BI Desktop qui vient piocher des données dans les différents workspaces qui sont ici. Il y a deux notions importantes. Il y a la partie data flow qui va permettre d'avoir une entité. Cette entité, en vrai, c'est un fichier. C'est un fichier et l'objet d'une source de transformation, etc. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir faire un dataset. Donc un dataset, c'est un modèle par-dessus un ensemble de fichiers qui s'alimente de plusieurs data flows. Un dataset au sens Power BI, c'est un modèle type cube tabulaire. C'est un ensemble de tables. C'est un ensemble de tables. Donc ça va nous permettre d'avoir un dataset qui est lié à plusieurs data flows, ce qui n'était pas possible jusqu'ici, parce que quand on avait un dataset, il était forcément lié à un workspace, donc on ne pouvait pas se sourcer d'un autre dataset pour faire ces opérations. Et il y a Power BI Desktop, Power BI Service, et il y a un nouveau truc, ça s'appelle Power BI Data Flow. Non, ça c'est à l'intérieur de Power BI Service. C'est depuis Power BI Service, je crée un data flow. Power BI Service déjà, en préalable, voilà. Pour pouvoir bénéficier des autres. Alors ça marche non, ça marche pas en free, parce que ça se crée forcément dans un workspace, et l'accès à un workspace est limité à une licence pro. D'accord. Mais c'est disponible à partir de Power BI Pro. Okay. Et on a encore plus d'options si on fait du Power BI Premium. Par exemple, un chargement incrémental des entités, des choses comme ça. Donc on n'est pas obligé d'avoir Power BI Service. Si, c'est depuis Power BI Service. C'est depuis le site de Power BI. C'est depuis le. Ouais. Ah ouais, il y a pas mal de parties. Du coup, en termes de représentation vite fait, vous avez des sources de données qui sont à un endroit. Avec notre Power Query en ligne, là, on va se connecter dessus et appliquer des transformations, etc. Et on va venir stocker ça, on ne le sait pas encore, mais dans un Azure Data Lake Storage Gen 2. Ça, on ne le sait pas au début. C'est écrit, mais normalement, l'utilisateur qui crée son dataflow, ça, il ne le voit pas. Il a en résultat un dataflow qui contient des entités avec des types de données. Je ne sais pas d'où ça vient. Il peut faire refresh et ça marche. Ça réexécute notre partie M qui récupère la donnée, qui transforme, etc. Mais il a en sorti un résultat qui ne peut pas prévisualiser d'ailleurs depuis le site. Il est obligé de se brancher avec Power BI Desktop pour manger le résultat de ce dataflow et aller consommer sa donnée.
D'ailleurs, on ne vous a pas posé la question, mais vous avez tous déjà fait du Power BI, à part toi, du coup, que j'identifiais. Bonne question. Ah, la moitié. Très très bonne question, très important. Ça Du coup, Il n'est pas MVP pour rien. du coup, qu'est-ce que vous espériez, qu'est-ce que vous attendiez d'une session Power BI CDM? Ça fait beaucoup de mots qui m'ont fait peur moi, pour rejoindre. Je comprends ce que c'était. Et du coup, malheureusement, on va pas revenir exactement sur tout ce qui est Power BI. Alors, il faut savoir que c'est un outil de reporting qui prend une partie ETL qui permet de charger des données, ce qu'on appelle pour query, ça je l'expliquerai. Qui est hautement interactif, donc à chaque fois qu'on va cliquer sur une barre ou quoi que ce soit, ça va être interactif. Propriétaire de Microsoft et qui se déploie sur un service en ligne qui s'appelle Power BI Service. Donc on a vraiment deux entités séparées. Power BI Service qui permet aussi de faire l'édition de rapports, c'est ce qui permet aux gens qui font de l'open source, qui me posaient la question tout à l'heure, mais pour les gens qui sont sur des systèmes qui ne sont pas Windows, de ne pas utiliser le client lourd, mais de pouvoir faire les modifications en ligne. Et c'est donc voilà, un outil de reporting assez complet avec toute une base d'industrialisation intégrée dans Azure, du coup le cloud de Microsoft, et dans Office 365, la partie messagerie étendue de Microsoft aussi dans le cloud. Ok, on va essayer de détailler un peu plus. Ouais. Je ne sais pas si vous allez revenir sur la partie CDM, mais est-ce que c'est un standard ouvert Microsoft? Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui... C'est ce que je disais tout à l'heure, je te parlais d'Open Data Initiative, qui relie Microsoft, Adobe, et puis SAP, et puis d'autres organismes. Mais les choix fondamentaux, c'est ça. Je ne suis pas sûr que le CDM fasse partie de Data Initiative. Hein. Il me semble que c'est pour moi, c'est pivot. Je ne sais pas s'il en fait partie, mais le CDM, c'est une définition d'un fichier avec tout un tas de propriétés. Le modèle en lui-même, non. La définition du fichier, je ne sais pas si... Non, mais dans GitHub, ils te disent... Non, mais il est assez partagé, c'est assez ouvert. Ouais, mais donc j'essaie de commencer à faire un CDM pour m'amuser. Là, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir créer vos propres fichiers CDM. Ça remplace Monopoly. Donc voilà, du coup, le Dataflow, c'est un outil en ligne qui applique des transformations et qui nous permet de générer un ensemble de fichiers. Voilà. Transformation. Et on repart à ce qu'on dit tout à l'heure. Donc ce fichier, enfin cette entité qui est un fichier en fond de cours, vous ne savez pas quand vous êtes dans PowerBI.com, c'est fait pour les utilisateurs. Donc vous avez rempli votre client c'est une série de codes. Vous avez fait ici toutes vos étapes pour dire que les clients c'était ceux qui avaient l'adresse remplie, on a enlevé ceux qui n'étaient pas remplis, on a séparé les champs qui étaient séparés par des virgules en plusieurs colonnes, on a fait de la préparation de données. Ça m'a donné une entité qui est chargée en effet sur Azure dans un Data Lake Gen 2, mais vous vous en fichez si vous êtes utilisateur classique. Nous, ça va nous intéresser par la suite. Et une fois que vous avez fait ça, vous ne pouvez pas en faire grand-chose en vrai. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans Power BI, on a une notion de dataset. C'est des données qui sont montées en mémoire avec un certain modèle et une couche sémantique supplémentaire à base de tables, colonnes et relations et calculs qu'on va voir aussi un petit peu. Et après, vous avez un rapport qui utilise un dataset. Donc là, c'est la partie visuelle qui va attaquer ce dataset, qui lui-même sera chargé, lorsqu'on l'actualise, des données qui sont présentes, éventuellement dans des entités Dataflow, ou éventuellement depuis un fichier Excel sur votre bureau, ou une base de données, ou tout ce qui vous intéresse. Et à la fin, vous avez un dashboard, mais ça vous intéresse du coup moins ce soir. Donc en fait, un dataset, c'est plus sur data model. C'est la partie données du modèle. C'est la partie montée en mémoire et avec des relations et dans un modèle interactif accessible depuis les visualisations. Les visualisations de Power BI, les rapports ne peuvent pas taper directement dans les entités CDM. C'est ici qu'on va ramener les données à un moment donné. Un jeu de données tabulaire. C'est ça, c'est le jeu de données tabulaire. C'est cette partie-là. quelque part, c'est la vue logique et le reste, c'est la vue physique, le tableau. Tableau produit des fichiers exposés via la vue logique et la dataset, si j'ai bien compris. Les deux ici sont physiques au final, parce que les deux ont un modèle avec. Il y en a un qui est stocké en mémoire, il y en a un qui est stocké sur disque. Mais là, on a quand même les données ici. Et dans les deux cas, on a les données. À chaque fois, les données sont remontées. Ici, on va avoir une process d'actualisation qui va faire que les données remontent dans le dataset. Donc l'avantage de ça, c'est que c'est un moteur en mémoire avec une compression en colonne et des performances en termes de requêtage qui sont extrêmement importantes. Plus la couche sémantique supplémentaire qui est, je vais écrire mon calcul qui dit que cette colonne, c'est une agrégation de type somme, de somme avec des règles de gestion, etc. Ouais. Une petite métaphore qui est pratique, vu que la moitié des gens en fait n'ont aucune idée de ce que c'est. Du coup, la partie data source,
c'est l'entrée des fruits et des légumes dans un restaurant. Ils ne sont pas lavés, il n'y a rien dessus. Et après, quand on passe au CDM, c'est un peu la recette. Donc, on dit au cuisinier, bah voilà, il faut nettoyer, il faut enlever ça, il faut machin. Et une fois que ça atterrit dans le dataset, c'est juste des légumes et des fruits coupés. Et donc, ils sont au service des cuisiniers Calibrés, pour faire des rapports. Calibré. Voilà, ils sont calibrés, ils sont découpés, nettoyés. Et les rapports, en fait, c'est la cuisine, ils disent bah, les beans de carottes et de choux pour faire ça, les beans de carottes et de salade. Et ça remonte. Et du coup, c'est très bonne du coup métaphore. Ouais. Ce qui était intéressant, c'est de voir la confusion que peut provoquer ce genre de modèle. C'est que jusqu'ici, si tu enlèves cette couche-là, ce qu'on fait d'habitude, on comprend bien. Si tu rajoutes ça, on se dit, bah oui, mais du coup, les sources, elles sont là. Et puis là, j'ai un truc qui arrive au milieu, qu'est-ce que c'est? Et là, c'est une première étape où on se dit, oui, le dataset, avant, on pouvait directement, on peut toujours d'ailleurs directement se connecter aux sources. Et j'ai pas d'entité référente à travers toute mon entreprise. Le dataflow, savoir ce côté-là, et d'où l'intérêt du CDM aussi. C'est que le dataflow, on va dire, bah, ça, c'est mon client. Maintenant, tu vas prendre le client dans cette entité CDM ici, et dans ce dataflow, parce que c'est l'image que je veux que tu prennes. Donc, au lieu d'aller taper directement dans les sources et d'être le 360e personne du métier qui a décidé de faire sa vue du client, tu vas taper dans celle qu'on t'a fait ou qui a été validée et qui te permet de faire les choses. C'est vrai que ça rajoute une petite complexité qu'on n'appréhendait pas forcément aujourd'hui à expliquer. C'est marrant. Sympa, ça. Et la modélisation du CDM, excusez-moi, ça fait dans quel outil? On y arrive. On y arrive. Ah, ok. Et du coup, Ouais. Power, encore. Ouais. Du coup, là, je me mets. C'est Power Model. C'est Power Notepad++. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Et c'est un peu à la main, ouais. On revient en arrière. Power VS comme vous voulez. Ouais, ouais. Là, du coup, on a notre Power BI service, donc la version en ligne de Power BI, dans lequel j'ai des notions d'espace de travail, donc qui me permettent de segmenter un petit peu mes données, etc. Et là, je suis à l'intérieur d'un espace de travail. Quand je les ai déployés, mais là, ce n'est pas le cas, quand je fais un rapport classique sur mon Power BI Desktop et que je viens le publier pour le mettre à disposition de la version web, mon rapport que j'ai créé en ligne, il va arriver ici sous forme d'un jeu de données, parce que dans mon rapport, j'ai croisé des objets entre eux, j'ai fait du calcul, etc. Je définis des calculs à apparaître en tant que jeu de données, et une partie rapport, qui n'est pas non plus, sur lequel, bah, du coup, là, c'est notre page avec nos différents visuels qui consomment tel ou tel champ de mon jeu de données, de mon dataset, et qui permet de visualiser. Je peux cliquer, ça filtre à gauche, à droite, j'applique des filtres. Là, j'ai tout un tas de choses que je peux faire, qui n'est pas ce que je présente. Mais on est sur le même site. Vous avez peut-être dans une station qui est en ligne, j'imagine. Alors, actuellement, il y a un groupe qui fait beaucoup plus de sessions Power BI que nous, qui s'appelle le Club Power BI, qui organise beaucoup plus de meet-up grand public, si on a envie de dire, disons, plus d'introductions, qui en font assez régulièrement. Donc, on mettra éventuellement le lien sur le meet-up pour rappeler. Tristan Malzerbe, Jean-Pierre Riel, Paul Péton, qui est à Nantes maintenant. Non, c'est même moi, il y a même des versions régionales, quoi. Non, Il y a des versions régionales, ouais. Lille, Marseille. Ouais, il y a pas mal de choses. 200 000 vidéos YouTube. On a cherché plutôt le côté. Parce qu'il y a Power BI Community. Oui, il y a beaucoup de choses. Et ils postent aussi sur leur Club Power BI, ils postent aussi sur leur chaîne YouTube en français pour le coup. Ouais, les vidéos sont efficaces. On peut se présenter. Et il y a le dashboard N2 aussi qui est pratique. Ouais, il y en a beaucoup. Mais bon. Là, du coup, l'idée, c'est de venir se créer un dataflow classique. Donc, je suis sur mon site Power BI, j'ai comme une licence pro. Donc, j'ai accès aux espaces de travail. Et à partir de là, je vais venir créer un nouveau dataflow. Dans ces dataflows, je vais avoir plusieurs options. Celle de droite, on les verra après. On voit la toute première qui va être de définir des nouvelles entités. Pour aller chercher des entités, sur mon premier écran, la première partie, c'est où est-ce qu'elles sont, quel est le type de connecteur dont je vais avoir besoin pour chercher ces données. Et là, je vais être un peu genre l'idée de donner accès à mes utilisateurs à des données qui sont planquées quelque part. Mes données, elles sont ici sur un SQL Server, sur mon beau serveur magnifique, très, très efficace, sur lequel il y a une gateway, donc une passerelle de données qui permet de rendre visible mon serveur, mon instance SQL Server qui est ici, pour la rendre visible depuis le Power BI Service. C'est sécurisé, c'est crypté, etc., etc. Mais du coup, j'ai une passerelle qui est installée ici. Donc, ce poste doit rester allumé si je veux aller chercher pendant que je fais mon rafraîchissement de données dans mon dataflow. Une fois que
mon dataflow est fini, chargé, c'est fini. Et pendant que je vais récupérer ma donnée, mon serveur doit être allumé. C'est vraiment intéressant cette partie-là pour ceux justement qui baignent peut-être dans un autre environnement, parce que ceux qui ne font pas du Power BI, peut-être que vous êtes quand même de la donnée. C'est un des seuls outils du marché où vous avez cette notion de connexion où le client, la gateway, va initier la connexion vers un Power BI pour pousser les données directement vers le service quand elles sont nécessaires, vers un endpoint que vous avez créé. Quand vous avez demandé de rafraîchir, c'est vos credentials, etc. qui vont passer. Mais dans un canal HTTP sortant, ce qui n'est pas du tout le cas d'un outil où, enfin, si vous êtes dans un grand groupe et que vous dites à l'infra, hey, tu peux m'ouvrir le port 443, s'il te plaît. Vers une infrastructure partagée, hein, quand même. Donc, t'inquiète pas, c'est avec Cloud Azure. C'est nickel, c'est sécurisé. Donc là, c'est une Il n'y a personne connexion là-bas. qui est initiée par le service pour aller rafraîchir vers votre tenant à vous. Il y a une approche assez construite qui est le propre des archives Microsoft, qui est vraiment un truc un peu global avec les AD qui fonctionnent. Bon, là, c'est pas le cas, c'est sur sa machine. Mais tout aussi sécurisé, propre. Donc du coup, à partir de là, moi je dois connaître, en tant qu'utilisateur, je dois connaître le nom de mon serveur et la base de données que je vais aller cibler. Ce poste-là ne connaît absolument pas ce que c'est que le point SQL 2016 et encore moins ce que c'est que la base de données. Par contre, l'information que je donne ici, elle va être transmise via la gateway à ce serveur qui, lui, va lancer cette requête. Donc, une fois que j'arrive là, je dois connaître ce point, donc ce localhost SQL 2016. Il est connu parce que là-dessus, j'ai bien une instance qui s'appelle SQL 2016. Si je veux travailler, attention, avec des IP, une fois que j'arrive dans mon réseau, je vais sortir. Attention, c'est bien une vision, non pas depuis l'extérieur, mais une vision depuis l'intérieur. Là, je fais un localhost. Le localhost qui est ici, c'est pas celui de la machine, c'est pas celui d'Azure, c'est pas celui de Power BI Service, c'est le localhost de l'endroit où arrive la gateway. Ça, c'est important. Je lui donne le nom de la base de données, et vu que je l'ai préparé par avance, il sait qu'il va utiliser une gateway qui s'appelle SOG Surface ACH, avec une authentification SQL Server classique, un login et un mot de passe, qui sont effectifs une fois que j'arrive de l'autre côté. Une fois que je valide ça, si lui il dort pas, il le contacte, et je vois les magnifiques tables de mon AdventureWorks 2008 R2 d'ailleurs, qui est installé là-dessus. La mise à jour des SQL Server. Oh, non, mais c'est SQL 2016. J'ai pas retrouvé les derniers téléchargements, c'était plus simple. Donc de ça, je vais aller chercher, je vais aller prendre différentes tables. Je vais en faire qu'une seule parce que bon, c'est pas magnifique. Et donc je prends mes différentes tables, je les coche, je fais une petite prévisualisation sur les données qui sont à l'intérieur. Et sur les objets que j'ai sélectionnés, je vais aller travailler ma transformation de ma donnée. Et là, j'arrive dans la partie M, Power Query, de transformation de ma donnée. Donc je vois pas l'ensemble de mes données, hein, j'ai qu'un preview sur les X premières lignes. Et là, j'ai tout un tas d'opérations que je vais pouvoir, tout un tas. Tu peux limiter pour l'instant, mais c'est les mêmes que ce qu'on a dans Power BI Desktop, qui vont me permettre d'ajouter une colonne conditionnelle. Si le premier caractère est A, alors je fais une colonne dans laquelle j'écris 10, etc. Et ça de manière assez visuelle. Je peux aller combiner des tables, je peux faire de l'IA, plein de choses. Je peux conserver que les X premières lignes, enlever les lignes, enlever les lignes en erreur. La feature que vous avez là, vous avez les zones pivot. Ouais. C'est un fichier Excel de colonne de. Et puis commencer à faire un run. On est vraiment sur quelque chose utilisateur. Je crois que maintenant on peut mettre. Oui, pas sur la version, pas sur la partie en ligne. Desktop. Même déployé. Pour avoir accès du coup à Power Query dans Power BI Service. Dataflow du coup. Du coup cette partie-là s'appelle Dataflow. Du coup dans Dataflow, c'est quoi les prérequis pour Power BI Pro. Pro. Et c'est juste Power BI Pro. Okay. Si on veut les fonctionnalités de base, il y a certaines features qui sont disponibles qu'en Power BI Premium. Et par exemple référencer un Dataflow depuis un Dataflow. Okay. Ça c'est Power BI Premium. Chargement incrémentiel. Le chargement incrémental aussi. On peut dire pour le commun des mortels, ça peut être pro. Il y a 100%.
de ce Ouais. qu'ils utilisent. Oui. Oui, il n'y a pas de limite de fonctionnalité sur les transformations ou sur les types de fichiers que je peux charger. Ça, On non. retrouve vraiment le même jeu de transformation de Power Query, Oui. c'est ça? Le langage entier, il est Non, de desktop, de Power BI desktop. Ouais, Non, Power il Query, n'y a pas exactement les mêmes transformations. Il y a certaines choses qui ne sont pas encore Ouais. supportées. D'accord. Les fonctionnalités de M peuvent passer ou pas? Oui, justement, du custom code, Alors, par exemple. Non, du custom, non. Comme Il n'y a pas, justement. Un des exemple. fonctionnalités qui peuvent passer sur M. Des fonctionnalités le de Python. connexion à distance, le Python, Le Python, par exemple. le Mashup Engine qui essaie de résoudre une IP, Ok. une adresse de façon dynamique, des choses un peu tricky. Lancer du code R. Non, Bah, pour l'instant, ouais, ça passe pas ça. supporté. Après, c'est qu'une question de temps, il faut qu'il l'implémente, il faut que ça respecte des protocoles des sécurités qui n'étaient pas nécessaires avant. Ouais. Ça va arriver. Mais l'idée, c'est que ça arrive. Enfin, Ouais, sur une c'est grande pour partie des choses, aujourd'hui. pour faire des pivots, rajouter des lignes, des colonnes, etc., vous le faites dans desktop, vous copiez-coller, ça marche. Il y a des choses qu'on peut faire là qu'on ne peut pas faire dans le desktop. Par exemple, la partie AI que tu as montré. Oui, la partie AI, elle est que. Là, on peut faire de la prédiction. En fait, il peut utiliser directement des algos de prédiction pour faire un forecast basé sur les cognitive services de façon complètement automatisée sur les datasets. On peut rajouter une colonne avec un calcul binaire pour dire. Ils n'ont pas rajouté. Il y a un visuel, mais c'est pas nature du QL. Il y a un AI aussi. Oui, Ouais. maintenant. Détection de sentiment, de concept et. Ouais, je pense que c'est. Enfin, Ouais, là, il faudrait c'est la vraiment même vous regarder le workflow. Le workflow est assez simplifié en version en ligne. Et il va dire ah tiens, je mettrais bien ce type d'algorithme. Faire ça, tu peux faire ça et ça va te donner quel type de. Ouais, c'est vraiment le workflow. On peut utiliser des API cognitive services dans Power Query pour des desktop. Ouais, il y a beaucoup de power. C'est une horreur pour un. Mais c'est pas exactement la même chose, c'est plus le workflow, l'entraînement, etc. Parce que là, on peut entraîner l'algo sur les datas, ce qu'on ne fait pas avec Power Query en ligne. Il va juste pousser une data qui va dire ah, c'est bon, j'ai récupéré une valeur. Il y avait un module qui s'appelait, je ne sais pas s'il existe toujours, Machine Learning, je crois. C'est pas basé sur Azure Machine Learning, c'est basé sur les cognitive services, mais c'est en effet dans cette. Il n'y a pas de connectivité en tout cas. Si on avait créé un modèle déjà dans Azure Machine Learning où les sont équivalents, qui serait appelé depuis. Ah, je suis pas sûr qu'on puisse. Tu peux pousser. Ouais. Non, tu peux pousser des algos perso là-dedans, parce que normalement tu peux mettre. Perso, mais quand on a déjà tu peux créé mettre Beautiful Azure Soup Machine et Learning, c'est un l'attaquer. petit peu un module friendly user justement pour essayer de. On n'est pas forcément un statisticien chevronné pour faire des. Ouais, mais je ne sais pas s'il y a une intégration, s'il y a un chemin simple. Alors il y a forcément la possibilité d'appeler une HTTP qu'on aurait exposée depuis un Azure Machine Learning ou Machine Learning Studio. Là. Mais je ne sais pas s'il y a une intégration, je crois pas. Ça me dit rien. Quelle est la partie que vous appelez M? C'est le langage de C'est ça. transformation? C'est cette partie-là. Voilà, c'est ce qu'on veut. Là, j'ai fait appliquer une modification qui, dans mon jeu de données, qui était celui juste avant, il vient venir remplacer les nuls par des A. Voilà. C'est bien comme transformation. Je fais aussi un peu de nettoyage de colonnes parce que j'enlève tout ce qui me fait. Voilà. Il y a un peu de zone qui va passer. Ouais. Et là, du coup, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est vraiment utilisateur pour venir modifier. C'est des jolis écrans, etc. On n'est pas obligé d'écrire en M, on peut, et c'est très pratique, mais on n'est absolument pas obligé. Du coup, je fais une petite modification. Hop, j'appelle ça des customers, et je vais venir enregistrer et fermer. À partir du moment où je fais ça, il a interrogé ce poste pour faire les previews. Mais pour l'instant, il n'a pas encore chargé les données. Il veut que je lui donne. Le workflow que tu obtiens en cliquant ici, en fait, qui est assez léger en mode tiens, tu mettrais pas ça sur cette colonne et tu garderais pas celle-là. C'est pas grave. Et donc là, du coup, j'enregistre mon dataflow. Donc mon dataflow, je lui donne un nom. Et à l'intérieur de ce dataflow, donc il me propose tout de suite de l'actualiser. Il ne faut pas le faire exactement. Voilà, c'est pas mal. Et donc j'ai mon dataflow. Je vais revenir juste en arrière. Dataflow, ça c'est mon CDM ADV que je viens de créer, que je peux modifier. Et à l'intérieur, j'ai une entité avec des champs et des types. Voilà. Pour l'instant, il n'a pas encore interrogé le poste pour aller récupérer les données. Et avec ça, j'actualise. C'est à ce moment-là où il réveille cette bestiole. Il récupère les données, il va venir le stocker, on ne le sait pas encore, mais dans notre data lake Gen 2 sous forme de fichier, etc. Il est présent ni dans le jeu de données, ni dans. Pour l'instant, il est présent que dans les data flows. Il n'est pas présent. Les jeux de données,
le terme en français est compliqué. Le côté dataset a le côté lien et modèle. C'est pas de la donnée, c'est du modèle avec de la donnée. C'est pour ça. Et donc, du coup, bah, fonctionnalité classique qu'on a sur des données, c'est qu'on peut, bah, du coup, voir l'historique de nos actualisations et on va surtout pouvoir les planifier pour se dire ça, c'est mis à jour tous les X. On peut pas faire pour l'instant. Là, on a aussi des avantages à être en premium. Ouais. On peut actualiser. On a droit à 8 actualisations 8. quotidiennes. 8 et 48 en premium, ou je crois qu'ils l'ont fait sauter maintenant, 48. Parce que sans pilote pas ça avec du flow. C'est pas du flow. Là, c'est interne à Power BI Service. Et Power BI Service va lancer ce qu'il y a à l'intérieur, mon Power Query. On va aller attraper ma donnée. Parce que là, et globalement, mettre tu à as une jour. source de données brute qui est là-dessus. Ouais. On Que j'ai est allé transformée. la chercher, que tu as transformée, tu as enlevé, tu as mis des A dans du vide. Ouais. Tu as comblé le vide, c'est bien. Après, et puis là, 8 fois par jour, ça va réactualiser en fonction de. Ça va piocher là-dedans. Oui. Ça. Et ça va réappliquer toutes les transformations. Et la liste qu'on a là, c'est la liste des trucs à jour. Là, je vois. Ici, c'est les entités qui sont éventuellement à jour. Voilà. Si on Avec, les actualise pas, voilà, on avec la dernière date. Les identités créées. Voilà, les entités créées, etc. mise à jour s'il y a eu une mise à jour. Et du coup, ils gardent des logs, des modifications précédentes, de choses comme ça. Alors, on va le voir. Ah bon. On va le voir ça sur les Snapchat. Il peut, mais avec Power BI Premium. C'est pas le même ticket d'entrée. Et du coup, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Power BI Pro, ça coûte pas très cher, c'est 8 € par utilisateur par mois. Ça comprend du stockage sur le service, partage, etc. C'est pas si cher dans l'absolu. Power BI Premium, le billet d'entrée, c'est 4 €. Combien? Non, 4. 4 C'est 4, 6 ou 8 et 20 après. Mais quoi, en quoi? Par mois. Par Milliers mois, par en mois. milliers par mois. Ouais. Ça commence à partir d'un nœud, non? C'est ça? P1, ouais, c'est Ok. c'est Ouais, un nœud les P1, c'est un de calcul et un de restit. Et c'est effectivement 4 000 € par mois. À ce moment-là, les personnes qui viennent consommer n'ont plus besoin d'avoir de licence. Même si c'est dans un espace de travail qui est partagé, ils n'ont plus besoin forcément d'avoir de licence pro. En fonction des nombres de personnes qui viennent consommer, attention, on peut se poser la question, il faut quand même avoir quelques utilisateurs. Là, le test, c'est sur du pro. Là, je suis sur du pro. Ouais. Je suis juste, Ah, c'est pour ça que je voulais pas. il m'a pas ouvert les accès. Le MVP, ça. Je me disais, MVP, il a tous les pouvoirs. Du coup, donc j'étais sur la partie Power BI Service. Là, je passe sur le client lourd Power BI Desktop, qui est une page blanche, donc qui est là mon outil de conception de mes rapports, etc., dans lequel je peux utiliser pour aller chercher des données un petit peu partout. Donc j'ai tout un tas de connecteurs à disposition, certifiés ou pas certifiés par Microsoft. Ouais, il va falloir qu'on avance, c'est pour ça. On est en train de faire tout Power BI. Ouais, On est censé faire beaucoup de CDM. Ouais, il faut qu'on arrive après. Donc du coup, à l'intérieur de tous ces connecteurs, j'ai un connecteur Power BI Data Flow. Ça tombe bien, je viens de créer un data flow. Et donc l'idée, c'est que je vais aller me connecter dessus. Alors là, il ne me pose pas la question parce que j'ai déjà fait une connexion, donc il a enregistré mes credentials. Et donc du coup, j'arrive, je vois les workspaces. Donc c'est les mêmes workspaces que ceux que j'avais. Mais je ne vais pas publier, je m'arrête avant. Donc là, j'ai mes espaces de travail. Et là, du coup, avec le connecteur, du coup, je vois les mêmes espaces de travail. Et dans l'AXCDM, je vois mon CDM ADV que je viens de créer. L'intégration, justement, tout à l'heure, on voit un des intérêts, c'est que je suis connecté sur la machine avec un login. Oui. Il est transmis à Power BI Desktop. Ce Power BI Desktop, il a connaissance de ce qui est publié sur le service et directement ici me proposer ce qui est disponible pour moi parce que j'ai les droits, parce qu'on a rajouté avec mon compte qui est souvent le même dans toute l'entreprise. Ça paraît naturel, mais effectivement. Ça n'est pas du tout. Ça l'est pas du tout, ouais. Voilà. Nous, pour l'occurrence, on bosse là pour un client qui est très Google et qui n'a pas du tout fait une partie des passwords authentification avec l'AD et tout. C'est moins drôle. Donc du coup, là, je suis dans la partie création de mon rapport. Je vois mon CDM avec mon entité, on n'est pris qu'une seule. J'ai une prise de gestion de mes données avec mon middle name qui a que des A partout. À ce moment-là, je peux refaire une transformation de données et réappliquer une couche de transformation. Là, moi, je suis dans mon outil, mes données qu'elles viennent du Dataflow ou n'importe où, finalement, peu importe. C'est une donnée comme une autre. Je peux aller réappliquer dessus et j'ai les mêmes écrans. Alors, il y a un peu plus de choses ici, mais je peux aller réappliquer des transformations dessus. Gardant des lignes, supprimant. Là, je reviens dans Power BI Desktop classique. On va faire des modifs.
Donc là, l'objectif étant de remplir un dataset, donc un modèle de données qu'on va retrouver sur Power BI Desktop, où je vais créer, je vais avoir des tables, des relations et des calculs pour que les gens puissent directement drag and drop des choses et avoir des résultats qui s'affichent, et plus des entrées en termes de fichiers qui seront des sources de données potentielles par plus tard. Voilà. Ça va peut-être s'éclairer. Et je peux faire mes jolis graphiques, et je peux aller cliquer, etc. Ça, je le prends et je le publie et il va devenir accessible sur Power BI Service. Et donc ça va livrer deux choses. Un dataset, si jamais il publie sur le service, dans les petits écrans qu'il nous a montré tout à l'heure, un dataset et un rapport. Parce qu'il a aussi fait un rapport avec un graphique, un zone. Magnifique. Un bar chart. Et quelle est la différence de passer par la graphique web et de importer de prendre le Power BI, de prendre simplement la base SQL, de faire la transformation, de la publier? Question Aussi, d'accès et de certification de ma donnée. L'idée de mes data flows, comme on les expliquait, c'est de présenter ce que c'est que les clients. Et du coup, je peux les exposer, même si mes bases SQL sont cachées derrière dans un coin, je peux les exposer plus facilement. vous faites la publication de la partie SQL pour quelqu'un d'autre, qu'elle est publiée de votre client lourd sur le cloud, il est bien accessible à quelqu'un Au d'autre. dataset. Au dataset, c'est ça la différence. C'est mono dataset. Aujourd'hui, un Power BI Voilà. se connecte à un seul dataset. Et en plus de ça, un dataset, c'est une petite base en mémoire avec un accès concurrent qui n'est pas celui d'un fichier dans un data lake. Effectivement. Là, une fois que la donnée est dans un data flow, en vrai, vous allez pouvoir être 100 000 utilisateurs éventuellement dessus. Ça va attaquer un fichier. Alors, il faudra le charger sur votre PC, faire des transformations. Mais on est sur une haute concurrence, un rafraîchissement à une période définie, et vous évitez de taper la base SQL. Ou un dataset, ce que vous ne pourrez pas faire de toute façon si vous voulez des accès multiples, pas que dataset, mais plusieurs datasets. C'est qu'effectivement, là, il n'y a qu'une seule table à l'intérieur. Normalement, il y a tout mon modèle, tous mes liens, etc. Et ce que je publie, c'est l'ensemble. Je n'ai pas juste des tables séparées. Quand je passe par Power BI Desktop et que je publie mon jeu de données, c'est vraiment un ensemble que je publie. Donc, on a tout un tas de tables indépendantes et on crée. On n'a pas encore prononcé le mot CDM. C'est pour ça. On est sur la partie Main Your Own Data Lake. Et là, l'idée, c'est de se dire, effectivement, les data flows, c'est très pratique. On expose nos données facilement. J'ai des clients où il y a 3 réseaux différents à l'intérieur. Mes utilisateurs, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils sont, mais il y a un Office 365, il y a un tenant. Du coup, c'est pratique. Mes données, quel que soit l'endroit d'où elles viennent, via mes gateways, je peux les exposer avec que des comptes 365 et c'est réglé. Donc ça, c'est quand même assez, juste pour cette partie-là, ça peut être assez pratique, les accès concurrents, etc. Mais donc, on est un peu limité. L'idée de ce qu'on va activer maintenant, c'est qu'on va lier officiellement notre Power BI à un storage que l'on a dans Azure. Parce que le comportement par défaut de Power BI, c'est de vous proposer de faire des data flows, ça va être l'écran comme on a fait. Par contre, le stockage, là où sont les entités, ça ne vous le dit pas. Et là, merci d'avoir un data flow. Donc, tu peux l'utiliser en faisant connecte-toi à un data flow et en récupérant ton customer comme on vient de le faire. Contre, si j'ai envie de me connecter à ce data flow avec n'importe quel autre outil, pas possible. Là, on va pouvoir utiliser 2 mécanismes. D'une, pour pouvoir se connecter avec d'autres outils, et de 2, pour pouvoir amener nos propres entités. C'est ça l'intérêt. Si on peut faire ça, on est les rois du pétrole au même endroit, on va pouvoir dire j'ai mes entités qui sont là, que j'ai amenées moi-même et que j'ai définies dans un autre outil aussi, parce que je n'ai pas que pour coller dans la boîte apparemment. Et en plus de ça, je suis capable d'aller lire des choses qu'on a préparées pour moi pour en faire un référentiel vraiment mutualisé avec tout le monde. C'est ça l'objectif de ce qu'on veut faire. Donc, du coup, en activant ça, on va le voir juste après, on voit 2 choses. La première partie, même si je ne fais rien de custom, au moins, je vois tout ce qui est généré par les data flows, ce que je ne voyais pas avant. Donc, je vois les fichiers de data, je vois comment ils fonctionnent, je vois le fichier de modèle, le JSON, etc. Je peux y toucher, mais attention, mais au moins, je le vois. Et d'un autre côté, je vais pouvoir créer ma propre structure custom, créer à la main avec Visual Studio Code, mon petit fichier JSON sur lequel je ne vais pas faire de faute, etc. Je vais créer mon fichier JSON qui définit, j'ai une entité qui s'appelle Intel avec des colonnes, des types, une deuxième, etc. Et ça, ce fichier-là, je vais pouvoir le créer à la main. Et dans la définition de ce fichier-là, je vais lui dire, mon entité customer, les données qui ont cette structure-là, donc ça, je lui définis, elles sont dans un ou plusieurs fichiers qui sont des fichiers CSV et qui sont stockés à tel endroit, dans mon data lake G2. Exactement comme là, il le génère tout seul.
génère un fichier de modèle et des fichiers de données, et ben, je peux de la même manière le faire moi-même et je le fais à la main. Pour les données du dataset, pas de la source primaire. Non, pas Data- la source primaire et pas le data- dataset non plus, Ah les bon. données du data flow. D'accord. Les données du data flow. Je vais spécifier exactement mes données du data flow. Ouais. Ah, il y a plein de data dans tous les Ouais. sens. Donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir maîtriser les fichiers que je dépose et qui ne sont pas uniquement des fichiers qui viennent avec un Power Query ou des fichiers qui sont pas à la main. Je peux avoir toute une infrastructure derrière, un Databricks ou un Azure Data Factory Par exemple, qui va pousser ça. Peut-être vous montrer si on a 5 minutes, Ouais. mais pour un fichier XML de Stack Overflow 50 ou 100 là, on va le traiter pas avec Power Query, pas avec Dataflow dans Power BI Service parce que pour 8 € par mois, il y a à peu près aucune chance que vous arriviez à traiter 120 gigas de data, ce qui n'est pas non plus une Faut pas Donc, du coup, on déconner. va pouvoir utiliser un cluster Spark pour le faire et mettre ce résultat dans le data lake qui sera utilisé, qui sera au même endroit que le data lake de mon Dataflow et qui va être référencé comme une entité qui va pouvoir être disponible pour l'utilisateur à la fin. Et là, on pourra charger dans Power BI éventuellement 10-15 gigas de data sans trop de problème. C'est quoi au final le format de stockage Alors, je le vois. Il y en a plusieurs. Ouais, il y en a qu'un. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. C'est du CSV. Eh ouais. Oh non. Ah bah, on va l'ouvrir. C'est pas dit que ça change pas un jour parce que c'est vrai Ouais. que là, clairement, c'est la clé. Hein. Personne ne veut stocker. Ça a des avantages de CSV pour PSI, de tout ça, mais espérons qu'un jour ça change. Ça change. On va en ouvrir un très vite. L'idée du coup pour l'activer, donc il faut être admin du Power BI. Admin du tenant. Du tenant. Ça veut dire qu'il faut être global. admin général de Maître du monde. PowerBI.com pour l'entreprise sur laquelle il y a un Power BI Pro. On aura un paramètre de Dataflow dans le portail d'administration. Ici, ça ne se voit pas parce qu'il y avait l'écran avant. Ça vous propose de lier, du coup, de faire le changement pour lier vers un Power BI, vers un Data Lake. Ça vous parle un Data Lake? Vous savez ce que c'est? Un gros disque dur. Dans Azure, il y a un objet de type blob, un compte de stockage. Ce compte de stockage, par défaut, vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. Pour en faire un data lake aujourd'hui, Gen 2 en tout cas, il faut juste activer une option qui s'appelle Hierarchical Namespace. C'est ce qui permet au blob storage, au stockage de fichiers, de comprendre ce que c'est qu'un dossier. C'est facile. Et du coup, lui, si on lui donne un compte de stockage adapté, il va être capable de le référencer. Alors aujourd'hui, c'est un peu pauvre en fonctionnalité, vu qu'on peut spécifier uniquement un data lake général. Alors c'est bien parce que ça uniformise. C'est pas bien parce que du coup, si on a envie de séparer un peu les choses, parce qu'il y a vraiment deux équipes très différentes, c'est possible. Et en plus, une fois qu'on a fait l'ajout, on ne peut pas l'enlever aujourd'hui. Alors ça, c'est un peu chiant. Ouais. Il faut pas se planter. Pas l'enlever. Et effectivement, pour jouer avec ça, du coup, on va se créer un workspace, un espace de travail. Donc c'est les nouveaux et pas les anciens. Et quand on l'active, on va lui dire de bien utiliser notre stockage que l'on a défini juste avant. Après, on Et là, il y a un seul. Voilà. Vous avez multi-entité dans un grand. C'est la première question qui arrive, c'est chacun veut sa zone. Après, l'idée d'un lake, c'est de casser, de décloisonner un peu, donc pourquoi pas. Et les dossiers, eux, peuvent avoir des droits qui sont spécifiques par équipe, etc. Donc on peut imaginer un truc. Mais il y a plein de limitations qui devraient sauter. Le container s'appelle Power BI forcément, il y en a qui vont peut-être apprendre des conventions de nommage dans leur boîte. Power BI tout simple, ça passe pas. Donc ça va progresser. Il y a certainement des choses qui arrivent. Du coup, notre conteneur. Donc du coup, pour aller dans Azure sur un blob storage ou sur un lake, on utilise Azure Storage Explorer. Tu as rejoint tout intérêt. Et puis il y a Lake 2, on trouve bien le même nom de conteneur que celui qui est. Et il y a ce truc qui était créé, qu'on doit créer avant aujourd'hui, et qui doit avoir forcément ce nom. Demain, ça. C'est comme ça. Et à l'intérieur, on a des dossiers. Et à l'intérieur, on trouve des dossiers, on verra celui-là après, mais ces deux-là, c'est les dossiers qui ont été créés automatiquement à partir de mes deux workspaces que j'ai ici. Si je vais prendre dans mon workspace Lake CDM, à l'intérieur, je vois deux dossiers qui sont mes deux Dataflow qui sont là, qu'il a créé tout seul. Et si je vais prendre celui qui était créé avant, je vois mon modèle.json, celui-là on voit après, et l'entité qui s'appelle dim scénario.csv parce que j'ai des CSV à l'intérieur. Et quand je l'ouvre, on voit qu'il s'appelle snapshot parce qu'en fait, à chaque fois que je vais rafraîchir mes données, lui il va venir générer un nouveau fichier. Et heureusement, ça disparaît ou non? Oui, non. Aujourd'hui, les fichiers disparaissent pas. Donc attention, que vous créez ça comme ça rapidement et que vous rafraîchissez, vous êtes en premium, vous faites un refresh toutes les 30 minutes sur 500 gigas de données à chaque fois, attention, ça fait mal.
votre leg 2. Globalement, si ça c'est encore une fois une préversion. Si vous êtes admin d'un tenant avec des utilisateurs dessus dans un groupe de taille moyenne, n'activez surtout pas cette option, c'est pas prêt. Si vous le faites, vous allez vous retrouver, parce que là on passe d'un coût qui est supporté par la licence pro à un coût qui est porté par une ressource Azure. Le lake, c'est un truc pour lequel vous allez payer pour la quantité de stockage que vous allez avoir dessus. Alors clairement, c'est pas très cher. En effet, si vous avez 10 000 utilisateurs qui mettent chacun 10 gigas sur un truc qui était gratuit, qui devient payant, ça reste beaucoup plus cher que ce que c'était avant. Donc à ne pas activer en cochant, surtout qu'on ne peut pas revenir en arrière. Oui, en plus. Donc, ne cochez Ah pas oui, cette en case. plus, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas annuler. Blaguez pas si vous avez accès. Faites pas le test tout de suite. Vous pratiquez, Microsoft pour essayer de vous dépanner, mais c'est pas gagné. Donc voilà, et donc on retrouve notre fichier modèle, on l'ouvrira après, notre fichier modèle.json. Il fait des snapshots parce qu'il historise la structure de notre CDM et les fichiers de données. Pour modifier la structure de l'entité, il va garder Lui, il va garder l'historique des. Tant qu'il y en a, sans limitation, aujourd'hui, ce qui est indiqué dans la documentation, c'est de faire le ménage soi-même. Et c'est impossible si jamais tous les gens. Donc le dossier custom, c'est le. Ça, c'est celui qu'on a créé après, qui est pas. Parce que là, du coup, le lake CDM, si on prend ça, c'est je vois ce qui est créé, machin. Et là, l'idée, c'est de créer notre propre. C'est nous, on a poussé différemment. Voilà. Pour ensuite les référencer dans Power BI. On veut se dire, bon, ok, c'était sympa de le faire avec Power BI. On voit l'intérêt avec Dataflow, ça marche bien. Et là, j'ai des volumétries, j'ai des besoins, j'ai des outils, j'ai Talent qui a besoin de travailler, j'ai une équipe qui sait faire du Talent et pas du Dataflow. Du coup, je vais aller le faire moi-même. Et je vais déposer des fichiers. Et je veux quand même les utiliser dans Power BI, les exposer en tant qu'entité conforme, parce que ça va être l'objectif pour mon client, de montrer que j'ai une entité, que j'ai travaillé pour ça, que tu peux utiliser. On va faire une petite presse pour aller récupérer les données qui sont là-dedans. Mais l'idée, effectivement, c'est que je crée mon dossier. Et de la même manière, à l'intérieur, j'ai mon modèle.json et j'ai différents dossiers dans lesquels j'ai des CSV qui sont rangés plus ou moins bien. Et cette définition-là, elle est dans mon modèle.json qui est ici, qu'on va venir ouvrir. Là, tous ces dossiers ils ont été créés depuis Power BI Service. Alors non, c'est de là. C'est de là et le custom, c'est nous qui les avons créés. Le menu tout à droite, là, juste à vous, il y avait dans la slide, c'était pas. Celui-ci. Voilà, oui, non, c'est qu'en fait, là, je vais venir me lier à un modèle.json qui existe déjà. Donc, ce sera un lien vers un fichier modèle.json présent n'importe où dans le data lake. Dans le container pour. Je vais le montrer tout de suite. J'aurais pu l'appeler Toto au lieu de custom et juste le lien aurait changé. Il aurait été pointé vers un modèle.json de l'entité dans le dossier Toto. On va le faire, alors, ça sera peut-être plus tard. Peut-être devant l'historisation des données, il n'y a que la dernière qui est publiée. Oui, qui est visible. Nous, en tant qu'informaticien, on pourrait aller chercher dans un utilisateur. De quelque chose qui s'est passé dans une trame de temps, on peut faire. Voilà, une requête, c'est disponible dans ce qui est exposé dans Power BI, c'est que la version qui les utilisateurs ne peuvent pas le voir et même le connecteur Dataflow qui est dans Power BI Desktop n'a pas accès à cette. Par contre, le connecteur Blob Storage ou ADLS Gen 2 de Power BI Desktop est capable d'aller chercher n'importe quel fichier qui est ici. Et dans Azure Explorer, on a accès à tout ça. Oui. Et dans Power BI Desktop aussi. Oui. On pourrait se connecter là et faire directement, aller chercher le fichier du 24 et dire bon, je prends celui-là. Juste pour activer, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que les deux, le Power BI, votre Power BI Service et le storage doivent être bien dans le même tenant et dans la même région. Au cas où, c'est tout bête, mais quand même. C'est bien du Gen 2, Hierarchical Namespace. Il s'appelle bien Power BI, votre file system. Non, pas le file system, le conteneur. Il faut l'activer au niveau de l'administration du tenant et il faut créer nos workspaces en pensant à aller activer cette petite option qui est là. En fait, on a un compte de stockage. Oui, c'est ça. En hierarchical namespace. Il y a le blob et dedans, c'est pas des collections, c'est des containers. Et dedans, c'est des containers. C'est des conteneurs. Après, en termes d'utilisation, pour les utilisateurs, maintenant sur les workspaces V2, vous avez un rôle de viewer, des contributeurs, membres et administrateurs. Les viewers ne voient pas les data flows. C'est uniquement à partir des contributeurs. Donc, licence pro. Et donc
Oui, Donc, parce que tout meilleur, c'est dans. Et donc, les gens qui ont accès au data flow doivent avoir des accès en modification sur tout ce qui est dans le. Voilà, limitation certainement qui va changer parce qu'aujourd'hui, dire je te donne les clés de la maison pour que tu. Après, heureusement, il y a une autre limitation technique qui vient annuler ça, c'est que seul le propriétaire du data flow peut le modifier. Ouais. Ah oui, de toute manière, on va voir aussi, il y a une petite chose, mais quand on fait un modèle qui est custom, où on génère nos propres fichiers, pour une même entité, on peut générer plusieurs fichiers et créer des partitions. Un peu ce qu'on fait, on va le voir juste après comment on crée ces partitions. Il faut bien faire attention que dans notre storage, si on a joué avec nos droits à la main, parce que il ne faut pas oublier que ces fichiers, on les a poussés potentiellement via un autre outil, l'utilisateur qui va venir consommer le data flow doit bien avoir les droits sur l'ensemble des fichiers de partition de mon entité. Dans un CDM, j'ai mon modèle.json, j'ai mes différentes entités, parce que je les ai bien rangées. Je peux très bien donner accès à une entité, mais pas à une autre, ça en coupant la sécurité dans mon storage. Là, tu es en mode custom. Oui, là, je suis en mode custom. Oui. Ce que tu dis, c'est qu'en mode custom, quand on va être chargé, on va décider, nous, d'apporter nos fichiers. Ce qu'on va devoir faire, du coup, c'est donner les droits sur ces fichiers. C'est-à-dire que chaque dossier, chaque fichier, on va devoir dire cet utilisateur ou ce groupe d'utilisateurs a les droits d'accéder à ce dossier. C'est plus Power BI qui se charge des droits. Il va se charger des droits d'accès au workspace. Par contre, il sera incapable de gérer les droits sur des entités qu'on a créées nous-mêmes. Des fichiers qu'il ne connaît pas, il n'a jamais vu, lui, Power BI, il n'a jamais vu les fichiers. Et avec comment il y a quel outil, quel module on gère les droits. Soit on le Clic fait droit. en shell, soit on fait avec cet outil-là, on peut faire gérer l'accès ici, mettre des comptes. Ça peut être long, parce qu'il faut le faire sur tous les fichiers. Là. Alors, soit il faut mettre des droits à niveau haut, et soit c'est des droits POSIX, donc ils sont hérités quand les nouveaux fichiers arrivent, s'il y en avait avec des droits par défaut au niveau haut. Par contre, si en effet vous le faites a posteriori, une fois que tous les fichiers sont créés, si vous le faites là, vous allez faire 250 clics. Et avec les Azure Manager, machin, ressources manager, on peut pas. Là, ce serait plus du PowerShell que de l'ARM. Cela, c'est vraiment des opérations de droit POSIX sur des choses existantes. Il n'y a pas des automates qui Oui, c'est possible. Je pense pas aujourd'hui, mais c'est très récent, donc après ça peut lancer des fichiers n'importe quoi, donc on pourrait imaginer scripter un bout de quelque chose. Donc là, du coup, on le lien entre l'utilisateur final qui est dans Power BI, qui va utiliser le data flow, qui lui-même va accéder à l'information. L'utilisateur final, il n'est à aucun moment exposé en termes d'ACL sur le. Si, Quand complètement. on se connecte à l'entité, Sur du ça custom. va être ces droits qui sont transmis au container, au fichier. Toute la chaîne, parce que tout doit être. Je pense qu'on avait un accès direct, donc l'accès direct, ça paraît logique. Non, il faut qu'il ait les droits l'accès de jusqu'au fichier. fichier. Ce qui est géré complètement sur les data flows qui sont créés depuis Power BI, c'est hérité du Power BI parce que c'est lui qui gère toute la chaîne. Ce qui n'est pas du tout le cas quand nous on amène nos fichiers. Il faut qu'on regère ces droits-là pour dire ah bah oui, ce dossier en effet c'est cet utilisateur qui a ces utilisateurs. Sur des data flows standards, On va faire le test. On va le faire. C'est Power BI qui crée les fichiers. Donc au moment où Power BI, quand on rafraîchit, Power BI il va venir créer des fichiers. À ce moment-là, il va donner les droits dessus. Sur un data flow qui est custom, on va voir qu'il est labellisé différemment. À ce moment-là, je vais le créer. Je vais juste prendre le reste parce que sinon, hop, faire son outil. Quand je vais venir créer mon data flow, non, je vais pas faire l'autre. Quand je vais venir créer mon data flow custom, donc du coup, je suis dans le même outil, créer un data flow, sauf que là, je ne vais pas définir une nouvelle entité, je vais aller joindre un common data service qui existe déjà. Donc quand je le crée, je vais lui donner un nom. Utiliser, parfait. Et ce qu'il a besoin, c'est le chemin d'accès vers le common data model, donc vers le fichier .json. Ce fichier .json, c'est celui qui est là. Là, on trouve bien le lien vers ce lake, donc ça c'est le chemin, le lien, bien le FS, et le chemin vers le fichier en question qu'on a créé, nous, à la main. On va vous montrer ce qu'on a mis dans le et ce qu'on a forgé pour réussir à avoir l'entité CDM qui existe. Là. Copier-coller depuis un bloc-notes, donc c'est pas très parlant. Et sinon, vous l'avez ici. Vous êtes sur votre compte de stockage, c'est ce que vous voyez là. C'est là. Et puis après, on descend sur toute l'arborescence.
Ouais, le chemin pour aller jusqu'au fichier. Depuis le Storage Explorer, le fichier, et ça doit être, par contre. Et donc du coup, là, j'attache à quelque chose que j'ai créé par ailleurs. Si vous avez bien fait votre fichier, ça marche. S'il est mal formé, ça explose. Et là, Il manque un peu de validation encore pour l'instant. oui, il n'y a aucune validation. Alors la création du fichier, c'est complètement la main, il n'y a rien pour valider. Et là, il vous dit oui ou non et basta. Il n'y a pas plus d'informations. Il peut y avoir des petites fautes de frappe. Il est sensible à la casse, attention. Donc, on va l'ouvrir le fichier. On va l'ouvrir pour voir quel texte il a. Le modèle ne correspond pas aux colonnes de Oui. data, c'est ça? Oui, aux colonnes de data que vous Il n'y a avez. aucune lettre, il ne va pas dire, d'accord. Un éditeur dédié. Non, non. Il n'y a pas un truc à dire ça. Est-ce que ça ressemble à J'essaie d'utiliser l'éditeur qui est sur GitHub pour aller lire. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Ça a explosé. Donc du coup, ça c'est un dataflow classique que je peux actualiser, je vois, etc. Là, ben, je ne peux rien faire. Paramètres et propriétés, j'ai rien, ou je le supprime. Mais je vois rien du tout. Je ne peux pas faire de refresh. Mon refresh, il est généré par ailleurs. L'utilité, c'est vraiment d'exposer à l'utilisateur. J'ai une entité que j'ai créée pour toi, par un moyen dont tu ne t'occupes pas. Peut-être parce que j'avais des problèmes de volumétrie, peut-être parce que j'avais des problèmes. Mais c'est disponible pour toi, tu peux aller le chercher et tu peux l'actualiser. Et là, dans mon espace, quand j'étais sur mon storage, quand je fais un dataflow classique, il m'avait généré un dossier avec l'arborescence, etc. à l'intérieur. Là, vu que j'ai juste lié à un modèle.json qui est quelque part, dans mon storage qui correspond à mon workspace, j'ai rien. Celui-ci, c'est lui. Mais j'ai rien d'autre. Tout ça, c'est juste un lien, c'est juste un pointeur. Voilà, donc je n'ai pas de refresh, j'ai rien. Par contre, dans Power BI, on va passer la démo, mais je l'ouvre de la même manière. Je prends le connecteur Dataflow et je vois ça. On fera la démo. Si, on va faire la démo parce qu'il y a un petit truc qui est marrant à l'intérieur. Oui, on est en mode import ou en live connection? On est en mode import. Parce qu'on n'est pas connecté à un dataset, on est bien connecté à un fichier en fond de compte. Avec live connection sur un fichier, il manquerait un compute pour pouvoir créer des requêtes et traiter. Là, c'est vraiment de l'import, c'est Power BI Desktop qui va aller chercher cette entité qui est un fichier. Quand on se connecte au Dataflow, on est toujours en mode par défaut. Et aujourd'hui, c'est le seul qui existe. C'est peut-être quelque chose. Ouais, donc je me reconnecte à un flow, qu'il soit custom ou pas. C'est quoi la différence entre les deux? Je pense que celui-ci est un peu plus généralisé. Je pense qu'il. Je me demande s'il n'y a pas ce de Power Automate. CDM au CDS, justement. Ouais, c'est la partie du CDS. Le deuxième, c'est où il y a toutes les entités Dynamics et des choses comme ça. Voilà, Okay. normalement, ouais. Pourquoi ils en ont fait deux? Du coup, là, je me reconnecte dessus et je vois mon CDM ADV que je viens de faire, dans lequel on n'a toujours pas vu le fichier JSON, mais il existe bien, et dans lequel, là, j'ai deux entités qui sont à l'intérieur et que je vais venir charger. C'est le même connecteur, c'est la même interface, c'est le même truc que s'il était standard ou custom. Donc là, si vous avez eu des assets, des interdictions de voir la partie dans le live, vous n'auriez pas dans le village. Alors, on voit les entités, mais je ne peux pas charger les données. Si ma structure ne correspond pas, ça explose à ce moment-là. Parce que là, il vient de faire le load. C'est à ce moment-là seulement qu'il fait le load de données, où il interroge le JSON, et à travers le JSON, il va chercher la donnée. Si là, j'ai une correspondance qui ne marche pas, on a eu le problème, bah, du coup, ça... Ça va même plus loin que ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il y a pas un mode prévu juste... Ouais, mais le mode prévu ne marcherait pas si on n'avait pas les droits sur le dossier en dessous. C'est-à-dire si on n'avait pas les accès sur le dossier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dans les fichiers modèle.json, on va pouvoir définir plusieurs fichiers pour la même entité. On va faire des partitions. Ce qu'on s'est demandé, enfin, moi, ce qui m'a tout de suite fait ici, j'ai dit, cool, ça veut dire qu'on va pouvoir gérer des droits sur certaines partitions et pas sur d'autres, et comme ça chargera que les données en mode RLS, en mode sécurité niveau 2. Ça marche pas, hein, du coup, s'il manque un seul fichier, si sur un seul des fichiers on n'a pas les droits, il n'y a rien qui charge. Il n'y a rien qui charge du tout. Dommage pour la sécurité. C'est triste. Il manque un petit try catch là pour pas que ça se propage. Ouais. Et donc là, du coup, bah, j'ai mes deux entités qui sont arrivées, avec une petite chose que j'ai en plus, parce que j'ai pu le définir dans mon JSON, parce que j'ai la main dessus, c'est définir une relation entre deux champs qui sont sur deux entités différentes. Et c'est pas Power BI Desktop, parce que lui, Power BI Desktop sait le faire tout seul. Alors, j'ai les mêmes types, ça marche, mais les noms de champs sont complètement différents. Pourtant, c'est bien le lien que j'ai défini entre mes deux champs. On va voir juste après quand on ouvre le fichier JSON. Mais ça, c'est un petit apport qu'on a avec le fait d'avoir du modèle.json custom. En plus d'avoir du coup ces entités, en plus de porter du coup la vision conforme, elle porte les éventuelles relations entre mes différentes entités. Et sur la couche sémantique, on avance encore d'un petit pas. Quoi.
Directionnalité, Ouais. bidirectionnelle, bidirectionnelle. Alors ça, c'est c'est que pas du- aujourd'hui ouais. indiqué, ça, on peut pas le spécifier directement, mais on peut lui dire que cette colonne est liée à celle-ci. C'est bien from to. Déjà, il y a déjà une direction. On peut pas lui La dire. jointure graphique, vous la faites dans le JSON, c'est ça? Vous Oui. la tapez? Ouais, on a fait de la Oui. jointure graphique, on la tape dans le design. On tape dans le JSON. Du coup, c'est un peu C'est un laborieux. métier de la cour. Ouais, si on a réussi à retrouver du boulot pour les devs dans le monde C'est un peu les contraintes d'intégrité qu'on contacte. complètement. Enfin, en tout cas, un conseil, parce qu'en vrai, on peut les écraser. Hein. Depuis le desktop, on peut la supprimer et dire bah non, tu m'as dit. Rien, c'est pas structurant. Le fichier ou... On fait quoi? Voilà, en fait, on a quand même deux entités qui sont des fichiers à la base. Donc, dans Power BI Desktop, on peut faire ce qu'on veut. Si on a envie d'enlever les trois quarts des colonnes et puis de changer complètement la granularité ou de faire des agrégations, on peut le faire. Et on peut utiliser ça pour une aide initiale au modèle, ou ne pas l'utiliser si on a un peu de temps. Si c'est Un prototype, un modèle. Je vais revenir sur une question par rapport au changement de niveau. Ouais. Sur les liaisons, quand on était en capacité de sortir le paramétrage issu de la source de données, la construction du data flow historique, on va le construire sur un data gateway sur ta base de données. Donc elle est chaînée de modèle, elle fait référence quelque part à une source qui était construite basée sur Qui était là. Alors, tu du peux coup, dire non. qu'on pourrait la sortir pour taper dans Salesforce ou... Non, parce que Tout ce que Power Query pourrait attaquer, en fait, c'est nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en ligne, on a utilisé un Power Query qui s'est connecté à la base SQL. Et tous les connecteurs, il y a 80 connecteurs de Power Query. On aurait pu utiliser n'importe lequel de ces 80 connecteurs pour aller taper quelque chose, faire une vision d'entité, voire même prendre depuis plusieurs tables. Parce qu'on en apporte. Et la seule chose qui sera persistée dans le modèle.json, dans l'entité, c'est la structure du résultat. C'est pas du tout le code nécessaire à générer cette entité. Donc la source, il s'en fiche. L'entité CDL. Ça, c'est plus toute la moulinette de DL qui va être intéressée par cette structure. C'est pas simple en fait. Ouais. Je vais montrer du coup le fichier modèle.json au complet, et puis après je détaillerai plusieurs parties. Mais donc c'est un fichier texte classique que j'ai poussé, qu'on pousse à la main via ici, qu'on vient pousser dans notre storage. Mais c'est un fichier avec un petit bout, une petite entête, etc. Et ensuite on définit des local entities. C'est des entités qui sont bien locales par rapport à ça. C'est pas des liens, c'est pas des rafraîchissements. Qui a un nom, une petite description, et du coup ici, des attributs, des types, des attributs, des types, des attributs, des types. Des partitions, toujours une obligatoire, mais qui définit que je suis bien à l'intérieur de mon entité qui s'appelle currency, dans lequel il y a 3 partitions avec des fichiers qui sont à différents endroits. Je peux faire des choses affreuses comme ça. Alors, tout ce fichier, il est créé à la main. Là, je suis vraiment dans un modèle projet. Et oui, là, je suis dans du custom. Créé par défaut par le copier-coller du template. Voilà, qui avait des erreurs d'ailleurs. Hein. On a passé du temps sur l'erreur. Là, il n'y a rien du tout. Après, il n'y a pas de nécessaire. Il y en a au moins une. On peut créer une entité sans partition. Il faut qu'il y en ait une pour avoir quand même le fichier. Parce que le seul endroit où est défini le lien vers le fichier, c'est là. À aucun autre endroit. D'avoir créé une partition par défaut. Ouais, pour lui donner le pointeur. Ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, on va imaginer qu'on va pouvoir rajouter des fichiers éventuellement parce qu'on va tout charger en incrémental. Là, quand nous, on va générer ça avec notre process de TL, ça, oui. lui, pour le timestampé, écrire juste cette partie-là, et on pourrait imaginer un process qui actualise ce JSON en rajoutant juste la ligne. Tout l'intérêt du custom, c'est de surtout pas le faire à la main. D'automatiser tout ça. Si vous avez 400 colonnes. Voilà. Et ça, c'est une entité. Ouais. Notre deuxième entité avec une seule partition qui est dedans. Et à la fin, du coup, nos relations qui nous définissent bien. Donc, il n'y a qu'un seul type qui est disponible, mais qui va de cette entité avec ce champ vers celle-ci avec ce champ-là. Et c'est ça, du coup, qu'on retrouve dans notre Power BI quand on a notre lien ici. Donc ça, voilà, c'est les deux choses qu'on peut faire avec effectivement, attention à bien donner les droits sur tous les fichiers parce que et du coup, ça nous empêche de faire de la sécurité, du RLS. Pour level security, ça serait du fichier level security
C'est génial. Moi, j'ai Ouais, vu et pour pas de ça. droit encore sur les partitions. justement. Ah oui, c'est pour ça qu'on a essayé et on s'est cassé les dents. Donc, Ce serait génial. Moi, ça m'arrangerait. Parce que le problème Par des pays. entités Dataflow, c'est qu'on donne à être contributeur sur le workspace. Du coup, c'est là que j'ai pas moyen de limiter. Si je donne, soit je donne tout, soit je donne rien aujourd'hui. Bon, ça va changer, il y aura des évolutions. Mais s'ils avaient juste permis de ne pas avoir une erreur directement. Non, ils annulaient, ils mettaient l'erreur, c'était bon. J'aurais pu dire, ah bah ça, je te donne les noms. Sur celui-là, oui, sur celui-là, non. Et hop, j'avais ma sécurité était faite. pour la prochaine. En attendant, il faut bien nommer tous les fichiers. Attention à la case. Faut pas prendre tous les fichiers qui s'appellent Intel. Ça marche pas non plus. Et donc, du coup, la création de nos relations. Ça va nous ouvrir. On verra après 2-3 autres petites. Ouais, bon, si on enchaîne dessus. On est déjà à la bourre. Ouais, on est déjà à la bourre. Je pense que si on fait un quart d'heure, on perd encore de plus, on fait la moitié de la salle. Donc, c'est comme tu veux. Donc, bah, voilà. Après, c'est vraiment préversion pour l'instant. C'est pas du tout ça qui manque encore beaucoup de choses à l'intérieur. Mais effectivement, faire attention. L'utilisation des workspaces permet, parce qu'à l'intérieur du workspace, on peut pas dire, on met des gens dans un workspace, on peut pas leur dire tu vois tel dataflow et pas l'autre. Tu vois tous les dataflows qui sont à l'intérieur du workspace. Donc, je peux pas faire un dataflow compta et un dataflow contrôle de gestion. Ça marche pas. C'est deux workspaces séparés avec des utilisateurs différents. Quitte à avoir un workspace avec toutes les données référentielles et ensuite des workspaces avec des données de fait qui supportent, où là, du coup, je peux séparer mes utilisateurs. Donc, il y a ça sur lequel il faut faire attention. Sur la partie Power Query, il y a 2-3 petites choses. Il y a une langue sur le Power Query quand on les dit, donc attention avec les décimales, la virgule, le point, il faut y faire attention. L'idée, c'est vu que tout n'est pas disponible en graphique, on le fait dans Desktop, on recopie. Attention sur les data flows natifs, pas les custom. Attention au snapshot de data qui est fait à chaque fois parce que ça, il nettoie pareil, c'est à nous de le nettoyer. Il faut vraiment y faire attention parce que ça grossit. J'espérais qu'à la sortie, ouais, il y aura des choses qui vont. Fait quelque chose parce que sinon, sinon ça va vraiment. C'est un peu violent. Le modèle .json, on fait tout à la main. Tant pis. Oui, attention à une chose, il faut surtout pas, vu que dans votre fichier modèle.json, vous typez vos colonnes. Vous typez une colonne en nombre décimal, mettez pas l'entête, ça ne marche pas. Parce que votre entête, elle va être en string. Si vos valeurs sont en décimales derrière, forcément, il ne peut rien en faire. On ne peut pas spécifier le fichier à header. Voilà. Ça, c'est important, on a vu ça aussi. Uniquement du format CSV, séparé par des virgules. Ça, pareil, ça va évoluer. Espérons. Sinon, ça devient compliqué. Et on n'est pas obligé de structurer les fichiers. Je les avais plus ou moins arrangés, on n'est pas obligé, mais c'est quand même bien d'avoir une propre organisation. C'est ce qui spécifie de toute manière dans le format du fichier CDM, c'est d'avoir une bonne structure qui va bien. Voilà. Puis avec les limites premium, mais dont on a déjà parlé. Donc ça, c'est en générable, en GA, quoi. Alors, les data flows, oui. Le fait d'attacher ça à un data lake, soit à vous, non. Ça c'est complètement prévu. Ouais, complètement. Preview qui est public, mais attention à l'activer. Une bonne sécurité si le Power BI accède à la donnée qui est dans le champ du data lake. Est-ce que ça veut dire que l'utilisateur peut aller directement avec l'explorateur et y aller aussi? Oui, absolument. Alors, il peut y aller, je vais moduler. Le fait d'avoir accès avec Azure Data Explorer, ça nécessite d'avoir un certain niveau d'accès en termes sur le service, sur le blog, sur le compte de stockage. Donc, c'est-à-dire que non, s'il n'a pas les droits, s'il n'a que les droits POSIX et pas des airbags, si je parle technique. Les airbags, mais du côté échange, pas du côté. Voilà, s'il a les accès ici en reader, c'est bon, il va pouvoir le faire avec le Storage Explorer. S'il n'a pas les accès ici, qu'il a juste des droits POSIX, il ne pourra pas accéder à l'interface directement. Donc il pourra par contre se connecter directement en ADLS Gen 2 avec Power BI Desktop sans utiliser un dataflow, mais en utilisant directement le chemin dfs.quelque chose pour référencer le fichier. Ça, il peut le faire. Mais c'est plutôt une bonne chose qu'il puisse le faire comme ça. Ça évite éventuellement d'utiliser ce lien dataflow s'il n'en a pas besoin. L'idée du lien dataflow, c'est quand même de cacher la complexité, voire de montrer à l'utilisateur final ce qu'on voulait montrer. Si on est dans un contexte purement Power BI, oui.
Si on a envie de se dire, je veux des usages mixtes et j'ai des gens on va qui veulent filer à la utiliser donnée. directement la donnée, Parce que je peux accéder depuis d'autres endroits. C'est la même donnée que j'ai stockée ici, avec mes fichiers. Bon, c'est CSV, mais je peux les utiliser pour plein d'autres choses derrière. Non, tu Entre peux- autres pour Power BI, mais pour plein d'autres Tu choses. peux le prendre en Power Apps pour y faire ta petite appli là-dessus. on peut copier des choses, voilà, on est dans des modèles où on est en train de dire, arrêtez de faire des clics droits exportés en CSV. Ouais. Si tu veux, tu as accès aux fichiers CSV, vas-y, arrête Tout de suite. d'utiliser un modèle tabulaire hyper gourmand ou qui va te coûter cher ou quoi que ce soit. Tu peux accéder directement aux données, ou si ton équipe AWS elle a besoin du fichier, bah, elle va se connecter au blob et le copier chez lui. Et si tu as besoin de mettre un flux, on peut faire des flux assez simplement. Ça favorise des échanges et des cas d'usage qui étaient jusqu'ici un peu chiants. Donc ça c'est cool. L'idée, c'est de retravailler un peu sur les. Ouais, Celui-là, ouais. en fait, en gros, l'idée, c'était de dire, aujourd'hui, dans les architectures qu'on propose de plus en plus dans la BI, on fait quelque chose qui s'appelle des modern data warehouse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas directement des data warehouse en SQL, ce qu'on fait, c'est qu'on met un data lake quelque part. Ce genre d'architecture qu'on met en place quasiment exclusivement maintenant sur les nouveaux projets, alors pas forcément avec Databricks, mais au moins avec un data lake. Et ben, du coup, l'avantage, c'est que le data lake il va pouvoir être utilisé aussi comme cœur de Power BI et mutualisé avec des entités CDM pour exposer ce qu'on a mis dans le lake. Parce que le problème du lake, c'est que c'est un espace de fichiers, c'est comment je l'attaque. Qu'est-ce que j'en fais de ces fichiers que tout le monde me dit qu'il faut que je fasse un lake et que je mette des fichiers dedans. Vas-y, prends des photos. Comment j'y accède? Ben là, on va pouvoir avoir des outils pour faire accéder aux données. Et ça, c'est vraiment cool de mon point de vue parce que on va pouvoir valoriser les données à travers une interface simple. Mais encore une fois, qui coûte pas cher, ça coûte rien. Et ça stocke des pétaoctets de données et c'est accessible avec un accès concurrent quasiment illimité. C'est-à-dire que si j'ai 1000 utilisateurs, je n'ai pas peur, je peux leur mettre accès. 1000 utilisateurs sur un SQL Data Warehouse ou sur un Data Warehouse SQLDB, en direct query par exemple, bah vous y êtes encore, c'est fini, votre chaîne ne tourne plus. Ça coûte rien. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans le sens où c'est hautement mutualisé et que Microsoft assure, lui, la génération, l'accès. Et il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de choses comme ça. Donc du coup, ça limite grandement le... Mais c'est plus cher que... C'est-à-dire l'accès concurrentiel, effectivement. Optimisé, on va dire. Mais, il faut le prérequis, c'est quoi? C'est d'avoir un compte Azure. Ah bah du coup, c'est d'avoir des ressources Azure. Là, on est full, ouais. Avec toute l'Azure Active Directory, toute la sécu qui va avec. C'est l'administration de blob en fait. Là, on n'a pas le temps de le montrer, mais effectivement, on a consommé les fichiers CSV, des fichiers qui faisaient 3 gigas. Ça tourne, enfin, ça consomme très très vite. On arrive à récupérer la donnée de manière très rapide. Le data lake qui nous l'envoie. Après, ça rentre là où le compute existe et là où la contention existe, c'est sur le poste du client qui est sur son Power BI desktop, qui prend le fichier et qui doit en faire quelque chose. Là, il y a du traitement, là, il y a du compute, là, il y a éventuellement un bottleneck quelque part. S'il a 3 Go de RAM sur sa machine et qu'il essaie de charger un dataset de 12 Go, il va avoir un souci. Avec nos super serveurs, Il ça le marche pas. consomme en import ou En import. Il est quand même obligé de tout charger. Il est obligé de tout charger pour créer son dataset. Pour créer son dataset, il charge tout. Et il n'y a pas de prédicat de pushdown, il n'y a pas de compute. Je vais aller chercher uniquement de fichiers, une petite partie du dataset. Pas sur ce mode-là. Mais en tout cas, ça ouvre des scénarios. Dans des scénarios qui existent et qui se démocratisent, c'est une petite opportunité de mettre de l'ordre dans tout ça et de donner de l'accès. Ce qui était plutôt une bonne chose. Après, ça a évolué parce que vous l'avez vu. Alors, je ne sais pas si on est sur la conclusion déjà. Oui. Tu disais c'était plus rapide que quoi, le data lake pour faire du compute? Ah non, c'est pas fait pour faire du compute justement. Ce que j'ai dit, c'est que le SQL, une base de données SQL, si on met des utilisateurs directement dessus, surtout pour faire du workload, enfin des charges d'analyse, ça va demander beaucoup de ressources. Donc dès qu'on va dépasser un certain nombre d'utilisateurs, on va avoir un problème de log avec ses concurrents, un problème de ressources partagées. Sur des infrastructures qui coûtent cher parce que avoir du compute qui répond bien, ça demande beaucoup de moyens, du SSD, des choses qui coûtent un peu. Là, on n'aura pas ce genre de problème. On a un file storage, c'est un peu comme si c'était un NAS. Est-ce que quelqu'un s'est déjà plaint des problèmes d'accès concurrents au NAS de l'entreprise? C'est rarement le cas. C'est plutôt le système de base de données où vous avez les gens qui vont tous se connecter en même temps pour faire des requêtes compliquées, où là, ça va tomber. Là, on est vraiment sur du fichier et le bottleneck qui va être au moment où on va faire de la transformation chez nous, plutôt que sur, ou du côté de PowerBI.com, qui est aussi une infra industrialisée, c'est lui qui va se connecter directement. L'idée est vraiment géniale. C'est très intéressant de pousser comme ça data lake. Sur un point précis sur les partitions, donc les CSV peuvent être sur plusieurs partitions, qui peuvent être donc issues de différents data flows.
Donc, Java différents data flows C'est des fichiers. Vous avez poussé qui ont par été ailleurs. poussés par ailleurs, peut-être des fichiers statiques, classiques, mais qui doivent spécifiquement avoir la même structure que le modèle auquel ils sont destinés. Tous les fichiers de la partition ont exactement la même structure. Voilà. C'est pas quand le CDM se pose dessus, il prend les 3 colonnes qui sont définies et les autres, il les laisse. Non, non. Il fait un agrégat des 3. C'est pas ce qu'il fait. Ouais, il Ce faut. qu'il fait, c'est qu'il a exactement la même structure et il prend les 3 et il attend la même chose. S'il y en a un qui a une structure différente, tout est parti à la poubelle. Tout part. Et je peux pas, même si tous mes fichiers ont tous 4 colonnes, mais que dans mon CDM j'en ai défini 3, ça me 3. Ça passe pas. Vraiment typé. C'est un peu triste. C'est important de préciser ça, c'est vrai que c'est. Par rapport au Par data rapport au lake, data lake, on on pose pose un peu. Mais l'idée est quand même d'exposer une donnée fiable à notre utilisateur qui va la consommer direct dans un Power BI. Oui, Oui, on est bien d'accord. Juste pour le pousser dans un commode data service, on peut le requêter par Power BI, on peut le pousser dans un commode data service. Le dataset, on peut le pousser. Azure Data Factory. Alors, on ne pousse pas le data, on pose des fichiers CSV dans une structure particulière en écrivant à la volée un fichier modèle. Et celui qui va venir ça, un Azure Data Factory. Non, de passer, parce que l'intérêt c'est de le mettre dans un CDS. Comme ça, dans un CDS, on peut attaquer par Power Apps, on peut attaquer par. Normalement, ce modèle, je ne sais pas si on peut attaquer ce modèle. Parce que le CDS, ça va de pair. Le CDS, c'est le modèle du service du CDS qui permet de distribuer les. C'est là où ils font. C'est un bon test de consommer le même modèle.json avec les données qui sont derrière via Power BI et via Power Apps. Est-ce qu'il y arrive pour écrire à la volée via Power Apps? Juste dans le CDS. Après, on peut requêter par. On peut essayer. Je dis ça comme ça parce que. Tu peux essayer, puis tu peux dire. Ouais, je te dirais. Ouais, mais je vais m'enseigner, je te dirais. Si tu veux. Ça m'intéresse. Parce que c'est l'intérêt du truc. Si on utilise le common data model et on n'utilise pas le service qui est. Le principe du common, c'est pour plusieurs automates, Power Apps et Power que ça soit pas encore. Oui, mais je pense que c'est l'objectif, c'est de faire de la donnée un peu structurée qui va être utilisée pour faire des apps et tout ça. C'est pour ça que maintenant dans Dynamics CDS, il y a des options standards pour copier les données dans un data lake. Le but, c'est pour faire ça derrière. Et puis n'oublie pas que c'est sur le CDS qui font de la marge. Donc l'intérêt pour eux, c'est que nous on fasse le travail de. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça. Et donc ils ont intérêt à ce qu'on consomme la donnée qui était. C'est la petite dernière de. Du coup, oui, c'est pratique, mais il manque quand même pas mal de choses. Il y a les relations, les partitions, c'est bien, mais la sécurité, il n'y a pas, donc c'est dommage à jouer avec. Ce qui manque, qui est tout bête sur les colonnes, de définir qu'on a ça dans Power BI Desktop, c'est de typer le langage par défaut. Juste tout bête de dire somme, count, tout machin. Dans le côté couche sémantique, c'est un attribut en plus juste à côté. C'est pas méchant, ça serait pratique. Et ce qui serait vraiment bien, c'est de pouvoir créer des mesures d'axe à côté. À mon avis, plus compliqué à ajouter parce que c'est une partie du fichier. Et ça, c'est déjà très simple. Ça peut dire aussi, mais voilà. C'est bon, Seattle. Voilà. Et puis techniquement, vraiment d'avoir d'autres formats de fichiers que les CSV. Avoir du parquet ou autre, enfin de pouvoir autre que du CSV, séparé par une virgule. Ce serait vraiment bien. Parce que pour la démo, on avait voulu charger un fichier avec des commentaires. Je me suis retrouvé dans les cas où on des carrés de colonnes et des trucs. Catégorisation c'est de spécifier, par exemple, si c'est une géographie. C'est une URL. Ça, c'est pareil. Faire dans le modèle sémantique d'un dataset. Vu qu'on définit les couches sémantiques, il y a dommage dans Power BI Desktop qui sont là, qu'on n'a pas. Voilà. Après, la convergence, la sécurité. Petite question, est-ce que Power BI peut lire les données via Hive? Oui, il peut lancer des requêtes Hive. Il peut même s'attaquer directement à un cluster Spark. Parce que du coup, en fait, il y a des trucs intéressants dans l'approche mentionnée. Enfin, ce qu'a fait Microsoft là, c'est
D'interconnecter le Power BI directement avec le Data Lake, enfin, il y a une partie quand même qui réinvente ce qui existe déjà, enfin, d'une certaine manière. Parce que... Non, mais si Power BI il attaque Hive, tu peux stocker des fichiers à l'intérieur, tu peux mettre des partitions, etc. Il y a déjà du parquet à l'intérieur, il y a déjà un common data model. De manière plus générale, sur les technologies, les sources. L'approche est un peu différente dans le sens où c'est pas d'imposer un Hive, c'est un moteur de compute. Oui, mais tu peux faire juste un select. C'est du compute. Il faut une machine qui est capable d'avoir un processeur et un débit qui est plus élevé, du stockage pur. L'idée, c'est vraiment de se dire on compute. Tu fais ce que tu veux. Si jamais tu veux faire avec toi, si tu as envie d'avoir du Hive, tu peux le faire parce que c'est les fichiers. Tu pourrais mettre une base de données qui soit pluguée sur ce fichier, en CSV ou en parquet. Oui, j'entends. Après, c'est blindé avec le modèle.js. Après, ils auraient avec un Hive légèrement modifié. Non, mais je veux dire par là, c'est dans Hive, il y a déjà un CDN. Un CDM avec la définition des tables. Il y a la vue, le CDM est relié à des fichiers sont partitionnés, déjà dans un format parquet. Donc en fait, tu pourrais aller interroger Hive pour lui dire à partir de mon CDM, file-moi les fichiers. Puis tu... Mais là, il y a la gestion des droits. C'était vraiment de dire séparation compute et du stockage. Et Hive, c'est un exemple, mais il y a l'équivalent dans savoir des bases de données qui est référençable, qui soit des fichiers derrière. C'est n'importe quel métamodèle ou metadata ou de fichier fait l'affaire. Là, le parti pris, c'est un modèle.js. Et après, toi, avec n'importe quel compute, tu supportes cette structure-là, en particulier pour BI et éventuellement cette encore de manière générale. Power Platform. C'est vraiment le terme en plus. Et oui, le pattern du cloud, enfin, ce qui me semble avoir constaté mon humble mesure, c'est quand on fait de l'on-premise avec de la double, il faut des machines particulières parce qu'elles font le compute et le stockage. Donc plein de cœurs pour le compute, plein de mémoire et plein de disques pour le stockage, ce qui en fait des machines un peu particulières. Dès qu'on passe dans le cloud, il sépare le compute et le stockage. C'est des architectures cloud de manière générale. C'est un peu moins performant, mais comme on gagne en flexibilité derrière, je suis hyper content pour avoir fait des implémentations de Data Lake à Premise. L'installation déjà, tu peux prendre une claque. Alors avec la partie maintenant, j'en ai en version dockerisée, ce que fait SQL Server 2019 Big Data Cluster, où justement il y a un tout encapsulé dans un cluster Kubernetes. Ok, mais encore, je mets toujours pas en dire. Là, j'ai une URL, et puis après, c'est bon. Oui, je suis d'accord. J'ai pas de problème parce que mon job Java, il n'a pas eu la mémoire qu'il fallait. Et si tu veux te concentrer sur la valeur ajoutée des livres à ton client, je fais des tableaux de bord, des rapports avec des flèches. Graphique. Très bien. Du coup, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, je pense qu'on vous a pas entendu beaucoup sur le fond de la salle, parce qu'on est tous endormis peut-être. Ça va? Vous n'avez pas trop souffert de la chaleur en plus? Les débutants, Nous aussi. Il y a eu combien de gens qui ont regardé en direct? 0, je pense. Non, arrête. Il y a une petite